Ou dans Vif, c'est paru dans Vif. Ouais. Bon, je ne vais pas réadhérer. Allez. Bon, merci de votre présence, d'avoir affronté la canicule et d'être là. C'est vrai que bon, il y a des pertes, hein, comme on dit chez les parachutistes. Et on a droit à 8%. 8%. Chez les parachutistes. Chez les parachutistes, 8%. Ah ouais, non. Non. Bon, mais je pense que vous avez pris une sage décision en venant pour éviter Pierre de Lion. Et vraiment, je suis heureux de t'accueillir, cher Pierre. C'est vrai que tu fais partie des récurrents et des incontournables de ce séminaire. Et tant que je l'animerai, si tu en es d'accord, ça va durer, ça va se pérenniser comme ça, parce que effectivement, tu amènes, tu es un publiant compulsif, donc vous avez peut-être vu passer le dernier, pas de pédopsychiatrie sans démocratie. Dans la lettre de RS, il y a une interview de toi autour de ce livre. Et là, tu nous en diras peut-être un mot, parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne veux pas raconter de bêtises, mais c'est un point de vue résolument politique que tu adoptes, ou enfin démocratique, comment tu dirais ça? Il faut qu'il y ait une démocratie pour qu'il y ait une psychothérapie authentique. S'il n'y a pas les circuits de la confiance démocratique entre les citoyens, c'est mal barré. C'est mal barré. L'expérience le montre tout le temps. Donc l'intitulé de ce soir, c'est vraiment la constellation transférentielle en périnatalité. Tu as publié un autre livre qui a eu un succès mérité, je crois, j'en discutais l'autre jour avec François sur la constellation transférentielle. Et je pense qu'on l'entend ici à l'université, c'est un bon espace d'observation du langage dans notre communauté. Cette expression de constellation transférentielle, je pense qu'elle fait jurisprudence, elle est passée dans les mœurs, elle est vraiment, elle s'est installée. ah ouais. Ah, je crois, oui. Ouais. Enfin, une bonne nouvelle. Voilà. Donc, comme on n'est pas nombreux, peut-être qu'on peut faire rapidement un petit tour. Et puis pendant ce temps-là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont du DU, donc je vais faire passer. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre signature, s'il vous plaît. Uniquement les gens du DU, parce que c'est vrai que... Merci. Donc peut-être qu'on fait un petit tour et vous vous présenter. Donc Pérec, je pense que vous connaissez déjà, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas ici, donc vas-y. Alors, je suis psychologue clinicienne, je suis semi-retraitée depuis cette année, et je travaille plutôt en ville, et j'ai longtemps, enfin je travaille beaucoup travaillé en institution, en périnatalité, notamment au DCP et en PMI. Je suis Ingrid André, je suis psychologue clinicienne en PMI associative à Paris et en crèche. Quel endroit exactement? En PMI associative dans le 19e. Dans le 19e. Je suis Mathis Pilet, je suis psychologue clinicien. Je travaille dans le département des Landes, dans le nord des Landes, en périnatalité, puis en CMP, enfant-adolescent aussi. C'est Dax. Je venais toutes les semaines pour je parlais des vues. C'est Dax, le nord des Landes? Non, Dax, c'est un peu plus au sud. C'est Casse-Tête. Nord des Landes, limite Gironde. Oui. Ok. Bonjour, moi c'est Sarah Leclerc, je suis psychologue clinicienne et je travaille en cabinet libéral et je reçois principalement des enfants âgés de 0 à 13 ans et je suis à la fin. Rachel dit, je suis psychologue, je travaille en maternité et en néonatologie à l'hôpital de Monaco. D'accord. J'ai fait le pays. On a fini. Oui, c'était l'examen hier. Avec ce séminaire, c'est la dernière. Juste une question sur mon cours. Installez-vous, je vous en prie, présentez-vous, et puis on va demander à la dernière arrivée de se présenter, mais on la laisse
ONG spécialisée en périnatalité. On reçoit des femmes enceintes et des bébés jusqu'à 2 ans. Et je suis également doctorant à l'Université Paris-Sorbonne, à la direction du professeur Christina Niedermeyer. Dans quel coin c'est votre MP? À Athis-Mons, dans l'Essonne. Athis-Mons. Ok. Alors, les derniers arrivés, s'il vous plaît, dites un mot. On a décidé, comme on n'est pas très nombreux, de se présenter pour que Pierre Levion sache à qui il s'adresse. Pas de problème. Sophie Védrine, psychologue clinicienne. Je travaille en centre de protection maternelle et infantile et à l'aide sociale à l'enfance dans le nord des Hauts-de-Seine. Et j'ai également des enseignements à la fac de Nanterre. Agnès Lobé. Je suis psychologue clinicienne, je travaille en CMP pour enfants dans le 78 Nord et dans un CATTPI également, avec des enfants de 0 à 6 ans. Et on vient d'ouvrir une consultation en périnatalité. Et donc j'ai fait le début cette année. Voilà, la plupart des gens qui sont présents ici. Parfait. Bon, ben écoute, cher Pierre, donc toi tu es professeur émérite de psychiatrie, tu es psychanalyste, et tu nous parles donc de cette constellation transférentielle en périnatalité. C'est ça Ok. la thématique ce soir, si tu veux bien. Merci de ton invitation. Donc, à chaque fois, j'essaie de trouver un titre qui a à voir avec la psychothérapie institutionnelle, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important dans les équipes de périnate, comme dans toutes les équipes qui s'occupent de la relation humaine, et notamment celles qui s'occupent de la souffrance psychique, plus précisément. Et si j'ai personnellement beaucoup travaillé, 50 ans et quelques en psychiatrie, notamment de l'enfant, je me suis essentiellement consacré à ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin moi je le présente souvent comme ça aujourd'hui, les pathologies archaïques. Et au fond, c'est un peu ça qui fait le lien avec la périnatalité. C'est pas la même chose, les pathologies archaïques et la périnatalité, mais dans la périnatalité, on est en contact avec l'archaïque de fait. Et en fait, c'est très important, à mon avis, de pouvoir utiliser les dispositifs qu'on utilise avec les pathologies archaïques dans le domaine de la périnatalité. Donc c'est un peu ça la proposition que je fais en proposant cette réflexion aujourd'hui sur ce thème-là. Alors, quelques mots sur les pathologies archaïques d'abord. Bon, vous avez entendu parler de l'autisme, il me semble que c'est un truc assez connu ces temps-ci, on en parle pas mal. Ça ne va pas durer puisque, vous le savez, les troubles du spectre autistique qui s'appelaient antérieurement les troubles envahissants du développement sont devenus les troubles du spectre autistique sous l'influence grandissante de Harry Potter et donc ont été intégrés progressivement à ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du neurodéveloppement. Et le but affiché, implicite, mais enfin presque explicite, de nos gouvernants, c'est de faire que l'autisme disparaisse du vocabulaire et qu'on ne parle plus seulement de troubles du neurodéveloppement. Donc profitez-en, vous pouvez utiliser le mot autisme, donc allez-y, y compris dans le DU. Bon, pour arrêter de plaisanter, c'est une vraie préoccupation. Avec Harry Potter. le trouble du spectre autistique. Fais attention. Hein. Donc, les pathologies autistiques, ça fait vraiment partie des pathologies archaïques. Je vais vous en reparler un petit peu parce qu'il me semble que ça a des choses à nous apprendre sur les bébés qu'on voit quand on travaille en périnatalité. Hein. Les deuxièmes pathologies qui sont aussi graves que les premières, qui s'appellent les psychoses de l'enfant, mot qui a été supprimé par la vulgate DSMiste contemporaine, hein, en disant on appelle ça autisme parce que autisme c'est pour les neurologues,
si on conserve le mot psychose, c'est pour les psychiatres, et il n'y a pas besoin de psychiatre dans la prise en charge des autistes. Donc, les psychoses sont des autismes. Et donc, on a vu les gens qui étaient qualifiés de psychose de l'enfant jusqu'en 2013 par là, qui faisaient partie des troubles envahissants du développement dans la catégorie troubles envahissants du développement non spécifiés. C'est toujours comme ça que ça... qui représentait quand même sans doute au moins la moitié de l'ensemble de la catégorie, ce qui sur le plan épistémologique est déjà problématique. Bon. Ces psychoses de l'enfant ont disparu et sont maintenant des troubles du spectre autistique et donc maintenant aussi des troubles du neurodéveloppement. Et donc les psychoses de l'enfant ont disparu du paysage officiel, mais que je sache, puisque je continue à travailler beaucoup avec des équipes qui s'occupent de ces enfants-là, dans la pratique clinique, il y en a encore un nombre considérable. Et un des problèmes qui se posent, c'est qu'ils sont particulièrement rebelles à quelque chose qui s'appelle l'inclusion scolaire officielle. Et parmi ceux qui mettent en grand péril les instits, il y a les enfants psychoses, qui ont une psychose infantile. Je vous en dirai aussi un mot parce qu'il me semble que c'est important à avoir dans sa tête. Et puis il y a les pathologies, ça c'est pour les enfants, et puis il y a les pathologies qu'on appelle les pathologies carentielles, dans lesquelles on voit bien qu'un certain nombre d'enfants qui ont peut-être un autisme infantile et qui ont peut-être une psychose infantile naissent dans un milieu dans lequel les carences sont manifestes, soit qualitatives, soit quantitatives. Et à ce moment-là, ça donne un mixte qui est un tableau clinique très très complexe, avec des signes d'autisme et ou de psychose, et puis des signes de carence. Et donc ces pathologies-là, au fur et à mesure qu'ils grandissent, entravent le développement harmonieux, c'est le moins qu'on puisse dire, des enfants en question, et peuvent aboutir dans un certain nombre de cas à ce que Mises avait appelé des dysharmonies évolutives, de différents ordres, névrotiques, psychotiques, etc., cognitives. Bon, cognitif, c'était plutôt Perron, mais bon. Donc, vous voyez, ça fait quand même chez les enfants tout un tas de pathologies qui sont concernées par l'archaïque. Et on pourrait même y ajouter ce que Mises avait appelé les pathologies limites, c'est-à-dire des pathologies dans lesquelles l'enfant semble à peu près surfer sur son faux self en régime ordinaire, et dès qu'il se présente une difficulté qui entraîne chez lui une conflictualisation qu'il ne peut pas résoudre, à ce moment-là, paf, on pourrait dire que ça décompense sur le mode archaïque. Donc les pathologies limites, c'est aussi, ça fait partie des expressions cliniques de cet archaïque qui me fait réunir toutes ces pathologies ensemble. Et puis chez les adultes, bon, vous le savez, il y a l'évolution de tous ces enfants qui ne guérissent pas la plupart du temps de leur pathologie, en tout cas sur un plan structural, et qui peuvent, dans un certain nombre de cas, ça concerne quand même un ensemble non négligeable de l'ensemble de la planète, ça fait quand même 60 millions de patients sur la planète, qui s'appellent des schizophrènes. Les schizophrènes, ce sont des personnes qui, jusqu'à 18 ans, semblent à peu près en harmonie avec le monde. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a déjà des prémices un certain temps avant. Mais bon, à 15 à 18 ans, 20 ans, d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas et ils vont manifester, la plupart du temps, sur le plan statistique, ce qu'on appelle une bouffée d'élan aigu, c'est-à-dire une décompensation brutale de leur archaïque qui reprend le pouvoir en eux et qui dit, bon, le faux self qui t'a tenu jusqu'à présent, c'était pas mal, ça t'a permis de faire des études, etc., mais enfin maintenant, c'est cuit, il faut quand même que tu trouves d'autres moyens de défense. Et donc on voit bien à ce moment-là ce qui se passe, une réorganisation de la vie entière de ces patients qui sont schizophrènes souvent pendant de très longues décades. Donc vous voyez, si on y réfléchit, en fait, ça représente un nombre de patients énorme, l'archaïque. Alors je ne vais pas vous le faire en détail parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais il me semble que c'est important de bien comprendre que dans la leçon freudienne, dans l'invention freudienne, tout ce que Freud va dire sur l'angoisse, c'est quelque chose qui, au fond, est très imprégné de sa pensée holistique de la névrose. Les angoisses qu'il décrit, angoisse signal, etc. Vous connaissez tous ces trucs-là, c'est des choses qui tournent beaucoup autour de j'ai un moi relativement constitué qui est sensible à un certain nombre de signes
qui me font appel, qui me réveillent, qui m'endorment, enfin, etc. Tout un tas de moyens de communiquer entre le sale sur moi et le moi. Et à certains moments, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon homéostasie. Et à ce moment-là, j'éprouve une angoisse névrotique. Hein. Par exemple, j'arrive à la gare tout à l'heure, ils annoncent un retard d'une demi-heure du train que je devais prendre. Donc je prends le train précédent. Bon, à ce moment-là, petite angoisse. Je me dis quand même, Sylvain m'inviter, je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas l'appeler en disant, bon, mon train va être une demi-heure en retard, je vais être très en retard. Bon. Donc, petite angoisse névrotique de base que vous avez sans doute partagée avec moi comme expérience. Mais ça ne fait pas que je fais une bouffée d'éléphant aigu sur le quai de la gare d'Angers. Hein. Je reste à peu près dans mes godasses et je dis, bon, on va trouver une solution. Et voilà, en fonction de ces angoisses qui sont des signaux autour qui me parviennent de la réalité externe ou interne, c'est selon, je vais essayer de faire en sorte que. Et donc là, on pourrait dire, c'est vraiment la leçon freudienne, ça. C'est l'angoisse, la névrose, c'est-à-dire, en fait, la manière dont un petit bébé va pouvoir, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, transformer ce que je vais appeler donc les angoisses archaïques en angoisses qui deviennent névrotiques. Donc c'est très intéressant comme approche, me semble-t-il. Bon, je le tiens, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment, je le tiens d'un certain nombre de maîtres en psychose et compagnie. Resnick, Joyce McDougall, enfin bon, des gens qui ont quand même beaucoup compté dans la pensée de ces mécanismes de l'archaïque. Je trouve que c'est très intéressant de comprendre qu'on est tous passés par ces angoisses archaïques et que progressivement, entre guillemets, grâce à des interactions qui apportent au bébé un certain nombre de choses qui vont lui permettre de faire avec ces angoisses archaïques d'abord, et puis progressivement de les transformer en angoisses qui finalement vont devenir névrotiques. Alors c'est très important d'avoir ça dans la tête parce que ça permet de considérer que toi, l'autiste, mon frère, en angoisse archaïque, tu es resté, pas de peau, mais enfin bon, je vois bien de quoi tu parles, parce que j'y suis moi-même passé. Donc la familiarité thérapeutique avec les patients qui présentent des pathologies archaïques me semble reposer en partie sur cette constatation que les gens ne font pas souvent, mais qui me semble très importante pour le travail qu'on poursuit. Alors, un petit mot sur les angoisses archaïques, évidemment, je ne vais pas vous la faire en détail, mais il me semble qu'on peut distinguer deux grandes familles qui correspondent aux deux grandes familles de pathologies que j'ai déjà énoncées précédemment. Il y a une première famille qui est la famille des autistes au sens large, et puis il y a une deuxième famille qui est la famille de ceux qui traversent les premières angoisses qui vont caractériser les autistes et qui en arrivent à ce qu'on appelle les angoisses du psychotique, de l'enfant. Les premières sont plutôt marquées par le fait qu'il y a une sorte d'aménagement progressif autour du fait que ces angoisses primitives, Winnicott, vous le savez, parlait d'agonie primitive dans la crainte de l'effondrement. Ces agonies primitives sont des agonies primitives qui portent sur la continuité d'existence même. C'est-à-dire, je sors de la vulve maternelle au moment de la naissance, le premier flux qui me prend, mais vraiment qui me le prend à bras-le-corps, on pourrait dire, c'est la pesanteur. Donc cette angoisse primitive décrite par Winnicott, tomber sans cesse, traduite en français, il faut voir, ne pas cesser de tomber, d'accord. Tomber sans cesse, c'est vraiment l'angoisse de base de l'enfant autiste. Si vous avez un peu de pratique avec les autistes, vous savez bien que ces enfants autistes ont comme principal mécanisme en premier de l'agrippement. L'agrippement, c'est un mécanisme secondaire à un mécanisme neurologique primaire qui est celui du grasping, le réflexe archaïque du grasping. On pourrait dire que l'enfant autiste, vivant dans un monde dans lequel les angoisses prévalentes sont tombées, le grasping neurologique, qui dure 8 mois, qui disparaît parce qu'il y a myélinisation du tissu pyramidal des faisceaux neurologiques de l'enfant en question, se perpétue, grasping, par l'agrippement. Et donc, si vous avez un peu étudié ces choses-là, le mécanisme qui correspond à ce moment-là de la vie, c'est
ce que Esterbrook a appelé l'identité adhésive, hein, reprise par Melzer sous le terme d'identification adhésive, parce qu'il insistait sur le processus de l'identité se faisant, hein, identification. Bon. Et cette identité adhésive, par laquelle on est tous passés, fait que on a essayé de la transformer progressivement en autre chose, et notamment au fait que dans l'interaction, le bébé éprouve qu'il est porté, ce que j'appelle la fonction phorique, il est porté par les bras d'abord des maïoticiens. Hein, si vous interviewez, enfin je suppose que Sylvain l'a fait de nombreuses fois, si vous interviewez le maïoticien de base, dit, quel est le pire truc qui peut arriver en salle d'accouchement? Que le bébé me glisse des mains. Hein, tout le monde pense à ça. Bon, donc, fonction phorique, c'est je suis là avec mes mains pour que le bébé ne glisse pas à cause de la pesanteur. Donc, il intériorise progressivement cette fonction phorique que vous lui apportez, et il va avoir une fonction autophorique au bout d'un certain temps. Il va marcher sur ses jambes, il va devenir étudiant en psycho et autonome, etc. Bon, formidable. Bon. Donc, l'adhésivité du départ, on y est passé, mais certains, par exemple, que je connais, hein, parmi nos amis, vont développer un tropisme particulier pour l'alpinisme. Qu'est-ce que c'est que l'alpinisme? C'est une voie de sublimation de l'identité adhésive du début de la vie. Hein, et sans doute que les fixations libidinales qui ont lieu à ce moment-là sont suffisamment importantes pour que le bébé se dise quand même m'agripper à la paroi, quel pied, hein, bon. Et donc, hop, alpinisme. Bon, ça peut être aussi le Grand Bleu. Ça réussit pas bien, hein, pour Jacques Mayol. Oui. Il chute, il descend, puis il finit par croire qu'il parle avec les dauphins. Bon, puis il y reste, hein, bon, vous vous rappelez. Bon. Donc, on voit bien que cette identité adhésive, il y a plein d'exemples qui nous permettent de penser que ça existe vraiment dans la culture commune. Je donne souvent l'exemple de Tex Avery, par exemple. Hein. Tex Avery, vous avez tous vu des dessins animés de Tex Avery. Enfin, je ne sais pas, au fond, vous avez l'air jeune, mais maintenant, ça ne se voit plus, peut-être, les dessins animés de Tex Avery, mais on voit un petit bonhomme qui court comme ça sur la falaise, puis il arrive au bout de la falaise, il continue à courir, donc on le voit dans le dessin animé qu'il continue à courir, et quand il se rend compte qu'il court dans le vide, alors lui, il tombe. Mais il ne tombe pas quand il... Hein, vous voyez, par exemple, ça. C'est très intéressant de voir Tex Avery, la manière dont il a lu ce phénomène de, disons, la gravité, la pesanteur et l'identité adhésive. Hein, bon. Alors, c'est ce moment très crucial de l'archaïque, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui va pouvoir se transformer par sublimation en « je passe à l'angoisse d'après » ou bien... Je trouve que cette défense contre l'angoisse qu'est l'agrippement, c'est quand même vachement intéressant. Et alors ça se fait au détriment de, puisque je m'agrippe avec mes muscles, en même temps je ne regarde pas. Ou bien en même temps je ne sens pas. Ou en même temps je ne goûte pas. Donc il y a une sorte de corrélation entre je m'agrippe très fort pour survivre à mon grasping, mais je n'arrive pas à faire de la transmodalité, plurimodalité. Enfin, vous connaissez tous ces trucs du début de l'enfance. Hein, et donc, ça oriente le bébé vers l'identité adhésive va devenir non plus normale, mais pathologique. Et on pourrait dire, si je continue sur ce chemin-là, je vais devenir autiste. Hein. Alors, oui, je vous la fais en très résumé, évidemment. Hein, bon. Ça, on est dans un monde, nous dit Melzer, à 2 dimensions. Hein. Des fois... Il dit aussi une dimension, c'est-à-dire je m'agrippe et il n'y a rien que la pesanteur. Mais 2 dimensions, je m'agrippe, je montre avec les 2 mains, parce que dès que j'ai 2 mains et puis la pesanteur, ça fait un plan. Et donc je m'agrippe au plan pour ne pas tomber. Mais si je tombe, c'est un plan, dans un plan. Bon. Donc on est dans un monde comme ça, et les découvertes des enfin de tous ceux qui s'occupent de la périnade ces derniers temps ont beaucoup insisté sur le fait que le bébé est dans un monde de surface au début. Hein. Et d'ailleurs, quand vous avez un petit bébé, vous interviewez un peu la maman de façon un peu précise sur alors le bébé quand il tète, etc. Oh, il me regarde, il voit bien mes yeux qui brillent, etc. Bon. Et puis à un moment donné, vers 1 mois et demi, 2 mois, elle dit ah, là je sens qu'il me regarde vraiment. Quand elle dit « je sens qu'il me regarde vraiment », elle est en train d'éprouver, en tant que maman, le fait qu'il ne se contente plus de la surface de l'œil. Il a besoin de, sans doute, un peu rentrer dans l'œil. Vous voyez, c'est un peu surréaliste, hein, mais enfin, de dire « mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière les surfaces de ce que je vois ?»
hein. Et donc, vous voyez bien que la racine de l'épistémologie, elle est quand même très ancienne, hein. Elle fait partie de l'adhésivité qui passe en projectivité, hein. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir ce passage, hein, de la des deux dimensions du plan à mais qu'est-ce qu'il y a derrière la surface à laquelle je m'agrippe, que je vois, et qui d'ailleurs pour Melzer avait déclenché ce fameux truc de l'émotion esthétique, hein, du début de la vie, vous vous rappelez. Bon. Donc, je vais voir derrière ce qui se passe, derrière la surface. Donc, je découvre en même temps la profondeur. Donc, d'un seul coup, je passe d'un monde en 2 dimensions à un monde en 3 dimensions. Alors là, c'est pas Esterbik hein, qui a inventé ça, c'était bien avant, c'est Mélanie Klein, projection. Hein. Et comme elle avait repris ça à Freud, au président Schreiber, enfin, quand elle avait fait Ferenczi d'abord, puis après Abraham, étudier tous ces trucs-là, et les projections, vraiment super ce concept dans le président Schreiber. Bon, enfin moi je vois des enfants, donc quand même, les enfants, ils utilisent la projection pour se développer. Donc elle dit, coup de génie, identification projective. Formidable ça. L'identification projective, c'est tout un monde. Hein. C'est pareil, je ne vais pas pouvoir développer, mais en gros, je trouve que l'exemple que donne Melzer est très intéressant sur le plan pédagogique. Il se met dans la conférence où Zell l'invite en Bretagne dans un château régulièrement pour faire des supervisions. Donc il parle un jour de l'identification projective. Il dit, j'écris au tableau 1, 2, 4, 8. Il se retourne vers les élèves. Qu'est-ce que j'écris après? Alors là, il dit, bon, ben, qu'est-ce que font les élèves? Ils viennent dans ma tête et ils essaient de prendre la règle qui fait que j'ai écrit 1, 2, 4, 8. Et une fois qu'ils l'ont trouvée, ils la ramènent dans leur tête et ils disent, maître, je pense que vous avez multiplié par 2. Bon, vous voyez, donc ça, projection dans la tête du maître, je trouve la règle qui m'intéresse, et je reviens, introjection dans ma tête, et je dis, bon, là on pourrait dire identification projective normale. C'est le mécanisme pédagogique de base, c'est le mécanisme des relations de base, quelquefois même qui se gâte un peu, dans le métro, le type qui vous dit, pourquoi tu me regardes comme ça, connard? Attendez, moi je regardais comme ça parce que je sais pas quoi, vous avez une casquette rouge et je trouvais c'est joli. Bon. Donc, vous voyez, ça peut des fois aller aux limites, hein, persécutives. Bon, c'est justement intéressant pour le pathologique après. Hein. Donc, identification projective normale, ben voilà, on va éprouver ces angoisses-là. Et les angoisses en question, Winnicott nous dit dépersonnalisation, explosion, enfin tout un tas de choses quand même qui mettent en péril encore la vie même. Hein. Et donc, ces angoisses-là restent des angoisses archaïques, mais sont beaucoup plus élaborées que les premières. Donc, identification projective normale, identification projective pathologique, on est dans l'archaïque. Et puis, on va essayer de sublimer ça. Hein. Donc, on va transformer les éléments de défense qu'on a trouvés, soit soi-même, par abandon de l'arbitre, soit dans l'interaction. Et d'où l'importance énorme du travail de prévention avec les parents, hein, pour aider les parents à transformer les angoisses archaïques d'un enfant en quelque chose qui puisse aller vers la sublimation. On pourrait dire, là on est encore dans la proto-sublimation, hein, quand on est en train de transformer les angoisses archaïques. Alors ce chemin-là va vers quelque chose qui est progressivement l'accession à, disons, les angoisses névrotiques dont je parlais précédemment. Alors vous voyez, je le fais en très caricatural. Hein. Angoisse archaïque, primaire, tout ce qui concerne l'identité adhésive pathologique. Angoisse archaïque secondaire, tout ce qui concerne les identités projectives pathologiques. Puis après, angoisse névrotique, sublimation et compagnie. Hein. Chaque mot nécessiterait un développement très long. Enfin bon. Donc si vous voulez, l'archaïque, ça concerne évidemment les pathologies dont j'ai parlé, que j'appelle pathologie archaïque, mais vous comprenez bien que ça concerne le bébé. Hein. Et le bébé, il est sur le chemin de... J'ai un objet partiel qui s'appelle le sein, et en fait, dans l'objet partiel qui s'appelle le sein, il m'intéresse parce qu'à l'intérieur du sein, il y a du truc qui s'appelle le lait, et que ce lait me nourrit. Et quand je pleure et que maman ou papa dit « Ah, tu pleures comme ça, donc tu as faim, je te donne le sein », il y a quelque chose comme une découverte progressive du monde par le bébé qui tient à la qualité des interactions qui vont l'environner et qui vont satisfaire ou pas les besoins élémentaires du bébé.
Et au fur et à mesure que le bébé va être, disons, en harmonie avec tous ces objets partiels qui l'entourent et toutes ces réponses que son environnement lui procure, il va fabriquer progressivement des objets internes qu'on pourrait appeler progressivement des représentations. Hein, c'est-à-dire, maman est partie, je me réveille de ma sieste, j'ai faim, d'habitude quand je pleure elle vient, là elle vient pas, qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver les moyens du bord pour pouvoir supporter ce moment un peu angoissant de où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe. J'ai pas de réponse à mon angoisse au sens large, angoisse. Alors à ce moment-là, par exemple, il y a le bébé qui pleure et qui braille tellement, mouvements généraux, hop, d'un seul coup, il y a un pouce qui passe par là devant la bouche et hop, ils mettent le pouce en bouche. Bon, on pourrait dire une représentation corporelle de maman qui n'est pas là. Hein. Et puis progressivement, le bébé va faire ça, pas quand il aura faim, mais pour s'endormir. Et à ce moment-là, on pourrait dire corporo-psychique, parce que c'est pas que le lait là qui tète, c'est aussi la présence de maman ou de papa, etc. Bon. Et donc, vous voyez bien, progressivement, on passe de ces objets du concret à des choses qui sont des représentations. Et on pourrait dire l'exemple très intéressant que Freud découvre avec William Ernest, c'est la fameuse expérience du Forda, qui raconte d'ailleurs à propos de modification topique fondamentale, l'apparition de la pulsion de mort. Mais enfin, cet exemple est quand même sur un plan clinique pour nous, les psys d'enfants et de bébés, absolument remarquable. Hein, c'est-à-dire, maman part au théâtre, bébé pleure, Freud dit comment tu vas te débrouiller de ça? Et hop, il attrape sa bobine et il joue au Forda. Bon, vous connaissez. Hein. Donc on pourrait dire le bébé remplace maman présente par bobine présente et il va jouer un jeu génial pour un bébé déjà, qui montre que c'est quand même toujours un petit savant qui fait l'expérience sans arrêt. Il va montrer que maman quand elle est là, d'accord, mais moi, c'est moi qui décide qu'elle s'en va. Hein. Et hop, partie, forte. Bon, et puis je la fais revenir. Donc le bébé se console à la possibilité qu'il a de se représenter grâce à des objets concrets, maman partie. Mais Freud observe, et on oublie souvent la deuxième partie, très intéressante, c'est qu'il fait une articulation entre les objets et les mots. Et donc, on pourrait dire l'entrée dans le langage fait partie du phénomène du passage de l'objet à la représentation. Alors, dans le passage vers la représentation, il y a le mécanisme de la sublimation. Mais quand on est encore dans l'archaïque, moi je préfère dire proto-sublimation. Hein, c'est-à-dire quand un petit enfant s'agrippe à sa petite voiture en fer dans sa poche pour franchir un seuil dans l'hôpital de jour, c'est pas une sublimation au sens classique. Hein. C'est quand même un travail très important qu'il a fait pour se dire je ne peux pas franchir les seuils parce que de l'autre côté du seuil, je ne sais jamais si ça ne va pas être un trou. Hein. Mais si j'ai un auto-agrippement avec ma petite voiture dans ma poche, alors là, je peux franchir le seuil. Donc, vous voyez, il y a un mécanisme quand même de transformation radicale qui se produit, mais qui n'est pas encore de la sublimation au sens de je fais bifurquer ma libido vers quelque chose de socialement admis, alors que c'était mon narcissisme qui prévalait, quoi. Hein, donc, c'est vraiment d'un autre ordre. C'est encore archaïque. Hein, bon. Donc, si vous voulez, ce monde archaïque, le bébé passe son temps dans l'archaïque et l'interaction de son environnement avec le bébé va l'aider à transformer progressivement ses angoisses archaïques en quelque chose qui est, disons, socialement compatible pour lui et pour les autres. C'est-à-dire qu'un bébé qui continue à pleurer toutes les nuits, qui fait pas ses nuits, etc., vous savez ce que ça déclenche chez les parents, l'envie de le foutre par la fenêtre. Bon. On peut dire, là, on est encore dans l'archaïque. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça éveille en moi mon bébé qui pleure, qui m'empêche de dormir, et mon boulot, etc. Et demain matin, ça va encore être le même cirque, que je vais me faire engueuler par le chef parce que j'ai l'air comme ça, crevé. Quand même, si ça continue, trois petits points. Dans les trois petits points, il y a des angoisses archaïques. Hein. Je vais le foutre par la fenêtre. C'est pas de la sublimation névrotique, ça. Hein. Bon, donc, je le fais pas. Ça, c'est peut-être névrotique. Bon. Donc, vous voyez, le monde de l'archaïque est quand même très, très présent là, dans cette manière d'envisager les choses.
Et il me semble que tous les gens qui accompagnent les bébés, peut-être de façon un peu pas suffisamment développée, pensent que quand même l'archaïque c'est l'autre. Hein, et que en fait, non, c'est pas moi l'archaïque. Et moi je pense que vraiment, il faut réfléchir à cette question-là. Parce que l'autre c'est l'archaïque et moi je suis le névrosé de service. Non, ça colle pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors voilà, donc premier chapitre sur l'archaïque. Deuxième chapitre sur, disons, les concepts de la psychothérapie institutionnelle, pareil, en BD, vu par Tex Avery en 5-7. Bon. La psychothérapie institutionnelle, c'est un mouvement de la psychiatrie qui est né, disons, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans un hôpital psychiatrique vraiment ringard à mort qui s'appelle Saint-Alban, en Lozère, à 1347 mètres de hauteur. C'est-à-dire il y a de la neige tout l'hiver, etc. Enfin, il y avait de la neige à l'époque, il n'y en a plus maintenant. Et le psychiatre qui a lancé ce mouvement-là, c'est un psychiatre qui est quand même très particulier, mais je vous encourage à aller fouiller de près la vie de cet homme. Il y a Éric Favreau, le journaliste de Libération, qui est en train d'écrire un truc pour en faire un biotype au cinéma, ça serait pas mal, hein, bon. Un biotope plutôt. Et donc, c'est un psychiatre qui est né à Reus, en Catalogne, au sud de Barcelone. Si vous passez vos vacances sur la Costa Brava, vous connaissez sûrement Tarragone et compagnie. Bon. Donc c'est à côté. Il fait sa médecine là-bas. Il passe son bac à 15 ans. Il fait sa médecine. À 22 ans, il est médecin. Et donc, en 1934, il rencontre à Barcelone un type qui est un psychanalyste copain de August Eichhorn. Hein, ça vous dit quelque chose l'institut copain de Freud qui a écrit des trucs sur la délinquance et tout ça. Et ce type qui s'appelle Sandor Eminder a été analysé par Eichhorn et donc a été obligé de fuir tout ce bloc-là qui était en train de s'hitlériser à mort, hein, parce qu'il était juif. Et donc il arrive à Barcelone et il prend des gens d'analyse et Tosquelles fait partie des premiers qui vont bénéficier de cet enseignement. Et donc il devient psychanalyste, chef de service à l'Institut Périmata comme psychiatre, vous voyez, à un âge quand même très 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 jeune. Et puis vous le savez, 35-36, c'est la préparation de la guerre civile espagnole. Donc les républicains d'un côté, Franco de l'autre, avec ses armées. Hein. Franco qui veut le retour du roi. Bon. Donc ces gens vont s'affronter entre 35-36 et 39. Et cette guerre civile espagnole, dont on ne parle pas assez parce que c'est un moment historique extrêmement important, va conduire à une scission dans la société espagnole énorme. Et ceux qui sont du côté républicain, au moment où la guerre se termine, Franco et toutes ces bandes-là, ces sbires, condamnent à mort tout un tas de gens. Et ils vont passer par les armes tout un tas de gens qui ont été des résistants républicains. Et donc Tosquelles s'échappe d'Espagne à ce moment-là et vient en France se réfugier, comme un certain nombre de réfugiés espagnols qui sont venus à cette époque-là en 38-39. Tosquelles est donc psychiatre, il a fait une expérience pendant la guerre républicaine espagnole, il était responsable du service de psychiatrie de l'armée républicaine espagnole. Et il a fait des expériences, c'est assez intéressant de faire le rapprochement, du même ordre que ce que Bion va faire quelques années plus tard pendant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Vous le savez sans doute, Bion a été, avec Rickman, psychiatre des armées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme il n'avait pas beaucoup de moyens, ils ont inventé un truc qui est très intéressant, qui s'appelle la psychiatrie de groupe. Hein. Et il a publié un petit roman entre guillemets, sur son expérience avec Rickman après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle « Recherche sur les petits groupes ». Je vous recommande vraiment de lire ça, parce que c'est très intéressant pour tous ceux qui travaillent dans les équipes. Bon. Donc Tosquelles fait cette expérience-là quelques années avant Bion, mais c'est très très comparable, et c'est pas étonnant qu'ils étaient sensibles aux mêmes choses, notamment l'archaïque, puisque vous le savez bien, la guerre est le théâtre des traumatismes, et les traumatismes, ça renvoie évidemment à l'archaïque. Hein. Bon. Et donc c'est très intéressant, ce Tosquelles arrive en France. Il est d'abord pendant 9 mois dans un camp de réfugiés à Sept-Fonds, en Lot-et-Garonne, puis ensuite il est
il est repéré par des gens qu'il connaissait des congrès psychiatriques d'avant la guerre, et on vient le chercher dans ce camp-là pour l'amener à Saint-Alban, qui devienne le psychiatre de Saint-Alban. Alors il va travailler là, à Saint-Alban, pendant, disons, 1940 jusqu'à 60 et quelques, donc une vingtaine d'années, et il va être rejoint en 1943 par Lucien Bonafé, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'inventeur de la psychiatrie de secteur. Hein. Bon. Et donc ils vont travailler ensemble pendant plusieurs années, et ils vont mettre au point ce que j'aime bien appeler le complexe discours de la méthode, la psychothérapie institutionnelle, et cadre de l'exercice de la méthode, la psychiatrie de secteur. Hein. Et donc cet ensemble-là va permettre de révolutionner la psychiatrie d'après-guerre. Hein, parce que vous savez qu'entre 1838 et 1945, c'est le régime de l'asile qui prévalait en France. Hein, et l'asile a très rapidement montré, dès 1845, il y a eu des rapports, par exemple Ferrus, la fameuse rue Ferrus qui est devant Sainte-Anne, là. Ferrus, c'est un type qui a fait des rapports, parce qu'il visitait tous les hôpitaux psychiatriques créés en 1938, et il disait quand même, c'est pas possible qu'on ait créé des trucs qui rendent les gens aussi fous, quoi. Hein. Bon. Donc déjà, quelques années après la création des asiles de 1938, c'était clair que c'était pas du tout les bonnes réponses à la folie. Bon. Donc, il va y avoir évidemment l'invention freudienne, hein, qui invente un truc fondamental qui est le transfert. Mais le fait que les pathologies archaïques rentrent dans la danse, là, ça fait que l'utilisation des concepts freudiens pour le transfert ne va pas de soi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont, dans la lignée freudienne, Freud lui-même, hein, dans le dernier bouquin de Rodinesco sur Freud en son temps et dans le nôtre, elle raconte un certain nombre d'histoires de prise en charge par Freud de sujets schizophrènes et psychotiques qui se terminent de façon tout à fait dramatique. Hein. Bon. Donc, moi, je n'en demande pas trop à Freud. Hein. Je trouve que déjà, c'est génial ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas lui demander en même temps de trouver une réponse à la psychose au point de vue du traitement. Donc, Freud le sent d'ailleurs, parce qu'en 1918, quand il va clore le congrès de Budapest, hein, juste après la Première Guerre mondiale, il va faire un discours vraiment que je vous recommande de lire. Hein. C'est très très intéressant parce qu'il dit, on a vu pendant la guerre qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont dans un état de traumatisme physique considérable, et il a fallu beaucoup de chirurgiens de guerre pour soigner tous ces traumatismes. Mais on n'a peut-être pas fait assez attention au fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont traumatisés sur le plan psychique. Et donc, si je regarde ma pratique, dit-il, je fais tant d'analyses pendant tant d'années, ça fera tant de patients pendant toute ma vie professionnelle. Et en fait, c'est très peu. Donc, il faut réfléchir, dit-il à ses collègues de l'international à ce moment-là, il faut réfléchir à des établissements dans lesquels il y aura une direction par un psychanalyste et qui s'occuperont d'accueillir tous ces gens qui sont des hyper malades psychiquement et qu'on ne peut pas soigner sur le divan de façon comme on le fait actuellement. Hein. Alors, il ne critiquait pas la notion de la cure type ni la question du transfert encore. Mais il disait quand même qu'il faudrait quand même des établissements où il y ait un psychanalyste qui soit celui qui organise les soins. Hein. Bon, c'était un appel très intéressant à la future psychothérapie institutionnelle. Parce que Tosquelles a répondu à Freud, ben voilà, on va essayer de faire ça. Hein. Alors, là encore, je le fais en résumé. Tosquelles me raconte un soir, parce que c'était un ami très proche et très important pour moi, me raconte un soir quand je lui demande l'histoire du transfert là, par rapport à Freud, qu'est-ce qui est différent avec le schizophrène. Alors il va me raconter une histoire que je vous raconte parce qu'il me semble qu'elle est très pédagogique. Un patient schizophrène, il parlait avec un accent épouvantable catalan. Donc, un patient schizophrène arrive à l'entrée de l'hôpital. Enfin, je ne vais pas vous la faire comme ça parce que ça serait rapidement insupportable. Et donc, il a un certificat de son médecin pour se faire hospitaliser parce qu'il est schizophrène et il décompense. Il arrive, il parle avec le concierge,
Il dit où est-ce que je vais pour l'hospitalisation, vous voyez mon certificat. Et puis il parle un peu avec le concierge, qui lui paraît sympa. Donc il raconte ce qu'il a comme ennui avec son patron qui est couvreur et avec les autres couvreurs qui ont peur qu'il tombe, qu'il fasse tomber, enfin bon, tout un tas de problèmes professionnels. Et au bout d'une demi-heure, le concierge dit bon, monsieur, je suis très honoré que vous veniez raconter tout ça, mais vous savez, moi, je suis concierge de l'hôpital, je suis vraiment pas un soignant. Je vais vous amener à l'infirmière qui va s'occuper de votre hospitalisation. Le patient arrive auprès de l'infirmière. C'est un bonjour pour lui. Et il trouve que l'infirmière est vraiment très très sympa. Et donc il lui raconte à elle toutes ses histoires familiales, ses enfants, sa femme, etc. Les divorces possibles, imaginables, potentiels, les conflits avec l'adolescence des gamins, enfin, etc. Bon. Et au bout d'une demi-heure, l'infirmière dit bon, quand même, il faut que vous voyiez le psychiatre. Alors, toc, toc, toc. Docteur, est-ce que je peux vous présenter monsieur machin qui vient pour une hospitalisation? Elle ouvre la porte en disant ça, et le malade dit à ce moment-là, ah non, non je ne veux pas voir ce type, hein. Non, non, surtout pas. Hein. Et donc il ne veut pas rentrer dans le bureau. L'infirmière arrive quand même à le faire, il rentre dans le bureau, il s'assoit, et il fait la gueule pendant la demi-heure qui suit. Donc ça fait 1h30 qu'il est arrivé, il a rencontré 3 personnes, il a montré 3 discours très différents. Alors tout ce qui se dit, si tu es psychiatre là, qu'est-ce que tu fais? Si tu es un psychiatre classique, tu dis bon, je l'ai vu, il fait la gueule, il dit rien, il est catatonique, bon, allez, hop, électrochoc, je sais pas quoi. Bon. Mais si tu es un psychiatre un peu plus phénoménologue, tu te rends compte que les relations quand même qu'il avait avec l'infirmière, c'était pas du tout les mêmes qu'il a eues avec toi. Donc tu dis à l'infirmière, vous ne pourrez pas causer quand même de ce patient, que vous me racontiez ce qu'il vous a raconté, parce que quand même c'est étonnant la différence. Et l'infirmière dit, oui mais le concierge, ben, faites venir le concierge. Et donc, réunion entre ces 3 personnes pour discuter de ce patient. Et chacun raconte son expérience traversée avec le patient. Alors voilà, à ce moment-là, Tosques dit, il invente un concept qui me semble intéressant pour nous, c'est transfert multiréférentiel. Dans les pathologies archaïques, le transfert est multiréférentiel. Je dis un mot là-dessus, si je peux développer. Hein, ouais. Ah oui, oui. La relation d'objet névrotique, c'est maman me donne le sein tout le temps quand j'ai faim, génial, maman, quelle super maman j'ai. Hein, bon. Puis un jour, elle ne me donne pas le sein quand j'ai faim, donc je gueule comme un putois. Et puis vraiment, je trouve que maman, très méchante, hein, ce jour-là, méchante maman. Hein, bon. Mais Winnicott, avec son bon sens habituel, dit, bon, au bout d'un certain temps, il y a une opération statistique qui s'appelle le Moyen-Âge, pas au sens historique, mais au sens on fait une moyenne. Et le petit bébé dit, ben maman, elle est good enough mother. Hein, traduit par mère suffisamment bonne, que ma vieille amie Joyce McDougall critiquait tout le temps. Des Pierre, mère suffisamment bonne, en français, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser tout de suite suffisamment bonne sœur. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je propose plutôt mère adéquate sans plus. Adéquate sans plus. C'est très important parce que adéquate, c'est tout ce qu'il faut, mais sans plus, ça veut dire je commence déjà à travailler sur la séparation possible. Donc c'est essentiel. Hein. Donc la mère suffisamment bonne, la mère adéquate sans plus, c'est le résultat en moi de mauvaise maman, bonne maman, moyenne, bon, mère adéquate sans plus. Et je suis névrosé et j'ai peur d'arriver en retard pour Sylvain. Bon, voilà. Hein. Quand je suis autiste ou psychotique ou que je décompense ma schizophrénie à 18 ans, d'un seul coup, cet objet qui semblait à peu près stable, hein, pour moi, y compris le schizophrène qui est en terminale, qui est reçu très bien au bac, et puis etc. Puis il rentre en fac, il se fout à délirer, il entend les oiseaux, etc. Ça, à ce moment-là, on pourrait dire, il y a à nouveau retour vers un monde manichéen, je propose. Hein, c'est-à-dire, d'un seul coup, maman mauvaise et maman bonne sont à nouveau des personnes différentes. Alors Tosques dit, finalement, le transfert multiréférentiel, quand on est en situation
d'être avec des gens qui présentent des pathologies archaïques, c'est des transferts dans lesquels le monde manichéen, monde interne du patient, se retrouve à devoir, puisque on pourrait dire il y a un impératif éthique de parler à l'autre de sa souffrance. Bon, donc à devoir, je rencontre le concierge et je lui raconte mes emmerdes avec les couvreurs. Je rencontre l'infirmière, je rencontre mes emmerdes avec ma famille. Et je rencontre le psychiatre, et là, d'un seul coup, c'est exactement comme si j'avais devant moi, dit-il plus tard, mon frère qui m'a violé quand j'avais 14 ans. Et donc, vous voyez, ces expériences-là ne sont pas rassemblées dans quelque chose qui est mère adéquate sans plus. Les objets, en général, vivent un moment de, alors Oury dira, dissociation. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, il s'appuie sur toute la psychiatrie suisse de Bleuler qui, en 1911, invente le terme de dissociation schizophrénique. Ça va être un progrès formidable dans la prise en charge des schizophrènes. Donc, Oury dit transfert multiréférentiel, d'accord, mais dans la schizophrénie, transfert dissocié. Et dans l'autisme, transfert adhésif. Dans la psychose de l'enfant, transfert projectif. Et quand vous travaillez avec des autistes, vous avez sûrement remarqué, ceux qui l'ont vécu, cette expérience, que tous ceux qui travaillent avec les autistes ont des marques sur les bras, sur les mains, sur le cou, qui sont les marques de, disons, transfert adhésif de l'enfant autiste dont il s'occupe. Il a traversé des angoisses archaïques, il s'est accroché à ce qui passait par là, c'était vous, il s'est accroché à vous, et il vous a laissé des marques. Moi, j'en ai un certain nombre. Bon. Donc, mais de dire, en fait, dans le monde archaïque, on n'est pas dans un monde dans lequel les choses sont rassemblées. Je peux aller voir mon psychanalyste et lui raconter toutes mes expériences, les bonnes comme les mauvaises, comme les indifférentes, et on va ensemble essayer de travailler sur ce qui s'est passé, et comment je peux faire sortir de moi, grâce aux formations de l'inconscient, un certain nombre de choses qui vont m'aider à pouvoir vivre ma vie quotidienne. Là, on est dans un monde qui est à nouveau manichéen. Et ce monde manichéen, les personnes qui sont dans le monde interne, elles vont trouver des personnes, le concierge, l'infirmière, le psychiatre, qui viennent représenter dans le monde externe ce qui se passe dans mon monde interne, qui est un monde dissocié. Alors, il me semble que l'intérêt de la psychothérapie fonctionnelle, c'est de nous avoir attiré l'attention sur les formes de transfert dans les pathologies archaïques ne sont pas équivalentes des formes de transfert dans la névrose. Et quand on essaie de faire la cure type pour le schizophrène, les risques sont très importants s'il n'y a pas, à côté de ça, une prise en charge institutionnelle. Je donne souvent cet exemple un peu caricatural. Le patient schizophrène que vous recevez en pensant que vous allez pouvoir lui faire 5 séances par semaine, allongez-vous, et on précise la règle fondamentale, vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Le type se remet assis, il vous regarde avec des yeux étonnés, et dit « Mais vous croyez que je vous ai attendu pour dire tout ce qui me passe par la tête ?» Ça s'appelle le délire paranoïde. Donc, vous voyez bien, ça colle pas la cure type pour le schizophrène. Ça ne va pas du tout le contenir. Bon. Alors, qu'est-ce qui va le contenir? C'est là où la psychothérapie fonctionnelle, à mon avis, a fait œuvre civilisatrice. C'est qu'elle invente ce dispositif que Tosquelles a appelé constellation transférentielle et que j'ai développé, comme le rappelait gentiment Sylvain tout à l'heure, dans un petit ouvrage disponible chez RS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une constellation transférentielle? C'est, disons, la prise au sérieux par une équipe soignante du fait que le transfert d'une personne qui présente une pathologie archaïque a un transfert qui nécessite une institution. Je pense ne jamais avoir rencontré pour l'instant, pourtant j'en ai rencontré un certain nombre de géniaux. Je parlais de Resnick tout à l'heure, des gens comme ça, qui ont fait des psychanalyses de psychotiques avec des découvertes faramineuses. Mais c'était des patients qui étaient quand même pris en charge dans des institutions. S'il n'y a pas ça, la prise en charge uniquement avec la cure type d'un patient psychotique grave, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. On voit bien que ça ravive une excitation qui va du côté
la pulsion de mort. Hein. Alors, la constellation transférentielle, donc, nécessité de créer une institution pour accueillir ces pathologies très très complexes et qui ont besoin d'un certain nombre de gens pour pouvoir justement leur faire jouer des rôles que dans leur monde interne, ils ont beaucoup de mal à pouvoir endiguer. Et cette constellation transférentielle est l'ensemble des personnes qui sont au contact avec le patient en question. Donc, si on va jusqu'au bout des choses, ça peut inclure un autre patient qui est dans le même service que le patient dont on parle. Hein. Bon, on ne va pas le faire évidemment n'importe comment, ça se fait dans certaines circonstances. Bon. Mais globalement, c'est l'ensemble des professionnels qui sont au contact avec le patient. Hein. Et comment ça va se passer dans cette réunion de constellation transférentielle? Donc ça nécessite une réflexion sur un deuxième concept de la psychothérapie institutionnelle fondamentale, qui est celui de réunion. Les réunions, c'est banalisé de façon extrême ces derniers temps, au point qu'on fait porter le nom de réunion à des choses qui sont tout sauf des réunions. Hein. C'est des avatars du néo-capitalisme managérial. Hein. Les réunions dans lesquelles vous recevez un ordre du jour par mail dans votre boîte aux lettres professionnelle qui dit, premièrement, sujet abordé, le qualiticien va vous parler pendant 1 heure de l'importance du truc hydroalcoolique dans la prévention du sida et dans toutes les maladies qui suivent. Bon. Et puis ensuite, 2e heure, réorganisation des vacances prochaines parce que, vu la pénurie de personnel, il faut qu'on arrive à faire que vous soyez suffisamment interchangeable pour qu'on puisse y arriver à tenir le coup ces vacances. Et 3e question diverses. Alors le type qui reçoit l'ordre du jour se dit chouette, dans les questions diverses, je vais pouvoir dire, on va pouvoir avoir une réponse sur, alors l'année prochaine, est-ce qu'on a l'atelier l'analyse des pratiques professionnelles ou pas? Est-ce qu'on a la supervision ou pas? Parce que le budget, il va falloir le voter maintenant et s'il n'est pas voté, on n'aura pas les... Bon, alors on arrive, réunion, le chef de pôle ou je sais pas quel type hiérarchique dit bon voilà, première 1 heure consacrée à un phénomène absolument essentiel en psychiatrie, hein, le truc hydroalcoolique, hein, vous voyez bien, ça c'est formidable pour conditionner la relation. Bon. Ensuite, on parle des réorganisations des vacances, évidemment au détriment des soignants, qui deviennent interchangeables. Donc inutile de vous dire que les questions de transfert, là, c'est pas le problème. C'est le transfert d'un patient dans un autre pavillon. C'est plutôt de ça qu'il est question. Puis 3e question à l'ordre du jour. Je voulais poser donc la question... Ah, excusez-moi, mais vraiment, je suis vraiment désolé, mais on n'a pas eu le temps du tout. Bah oui, mais si on en parle... Ah bah oui, mais je suis vraiment désolé, on ne peut pas discuter de cette question. Oui, mais ça va... On va plus avoir le budget. Oui, mais on peut pas. Donc voilà. Alors ça, c'est la réunion managériale typique. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Hein, bon, c'est dans beaucoup d'équipes, ça se passe comme ça aujourd'hui. Donc, qu'on appelle ça des réunions, ça me fait vraiment mal à beaucoup d'endroits. Donc, la réunion dont je parle, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Donc, c'est des réunions de travail dans lesquelles on va mettre de côté la question de la hiérarchie statutaire, hein, parce que le type qui dit « non, je suis désolé, c'est l'heure, on ne peut plus », c'est lui qui est le chef, hein, qui décide et qui dit que la question sur les APP, ça tombe bien qu'il la pose, comme ça il n'y en aura pas l'année prochaine, on ne sera pas emmerdé avec leurs états d'âme. Hein, bon. Donc le chef dit « c'est comme ça ». Bon. Donc c'est un groupe dans lequel celui qui commande a le pouvoir. Hein. La réunion dont je parle, dans la constellation transférentielle, c'est tout à fait un autre monde. C'est un monde dans lequel il ne s'agit pas d'avoir raison. Il ne s'agit pas de savoir si ça va coûter trop cher ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le problème. C'est pouvoir raconter avec suffisamment d'authenticité l'expérience que j'ai traversée dans mon contact avec le patient dont on va parler. Ah oui, déjà, dans cette simple phrase, il y a beaucoup de mots énigmatiques. Hein. Parler avec authenticité dans une réunion. Bon. Oui, déjà, ça, c'est un problème. Hein. Bon. Il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles, si vous ne voulez pas vous faire foutre au banc de l'équipe,